national qui gagne, qui perd entre les pouvoirs, l'opposition et la population. Dans le sens qu'il utilise souvent le dialogue, en quelque sorte, à parvenir soit à pouvoir légitimité, comme je l'ai bien dit. La population qui est d'ailleurs les souverains primaires, vous la qualifiez d'être perdante. Il y a eu justement le mandat que la population a donné à ses représentants, en l'occurrence le président. Mais qu'est-ce qui bloque pour que le président de la République puisse réaliser ce qu'il avait promis lors de la campagne au travers ces supplétifs du M23 et AFC qui coûtent énormément de millions de millions de dollars à la République. Vous pensez qu'il y a un problème des hommes et des femmes. Donc, vous êtes partant, vous appuyez donc les dialogues, il faudrait qu'il y ait dialogue. On ne peut quand même pas dire au-delà de tout que le dialogue est mauvais en quelque sorte, parce que dans il va aboutir à quoi? Au partage du pouvoir? Oui, justement, je pense qu'il y a justement pas, on ne peut pas dire que le dialogue est aussi mauvais en quelque sorte, parce que dans l'histoire justement de notre pays, vous rendrez compte que le dialogue a permis. Le président de la République accepte les dialogues, mais il donne des conditions. Il dit dialogue oui, mais pas avec ceux-là qui ont le sang des Congolais dans leurs mains. Lorsque vous lisez le préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, vous allez vous rendre compte que l'objet était de mettre un terme à des guerres presque successives. 23. Alors ça pourrait être quoi la piste des solutions pour faire sortir le pays dans cette guerre qui dure plus de 3 décennies? Avec le M23 et au travers la médiation des Doha, des États-Unis et consorts, eh bien que ce sont de bonnes initiatives, mais qui devraient justement être renforcées au niveau local. Oui, bien sûr, la diplomatie s'avère nécessaire. La souveraineté d'un État ne peut que provenir de notre armée nationale. Et il faudrait évidemment équiper notre armée, former des cadres compétents, réformer justement l'armée, recruter de jeunes gens capables qui Messieurs et dames, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations contre les mésinformations. Vous nous suivez depuis Paris, vous nous suivez depuis Canada, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, à Cotonou, vous nous suivez depuis Abidjan, depuis Ouagadougou, vous nous suivez à Banga, à Ngandanjika, vous êtes à Mbujimaï, vous nous suivez depuis Bandundouville, vous êtes à Kolwezi, à Kisangani. Nous sommes JC4 Télévision, la chaîne émettant depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission éthique politique. L'émission du jour, nous venons décortiquer, nous venons analyser l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par les dialogues national qui a été initié par l'Église et l'opposition politique. Nous allons parler déjà ici dialogue national qui gagne, qui perd entre les pouvoirs, l'opposition et la population. Notre invité du jour, il s'appelle Maître Victor Mbouyi, à qui je m'en vais déjà dire bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean Crispin, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne JC4 qui nous suivent de partout. Voilà, déjà comme annoncé, avec lui, nous venons aujourd'hui décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Monsieur Victor Mbouyi, déjà. Dialogue national qui gagne,
qui perd entre les pouvoirs, l'opposition et la population. Merci beaucoup, Monsieur Jean Crespin. D'abord, je tiens à vous témoigner toute ma gratitude pour l'invitation à ma modeste personne pour venir sur ce plateau, donner mon point de vue, justement ma partition sur le sujet de l'heure. De prime abord, il convient de dire que dans l'histoire politique de notre pays, le dialogue a toujours été évoqué comme étant un remède dans les moments de crise, notamment les crises dues aux contestations électorales, les crises de guerre, les crises de blocage institutionnel, etc. Alors, de la conférence nationale souveraine vers les années 90 à 92, du dialogue des accords de Sun City en 2002, en passant justement aussi par les concertations nationales de 2013 sous le régime du président Joseph Kabila, et du dialogue de la Cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo comme médiateur, y compris celui de la Saint-Sylvestre sous la médiation justement de la SENCO. Alors, vous vous rendrez vous-même compte que donc, chaque génération a pu voir surgir une idée d'un dialogue comme étant un moyen devant permettre de résoudre la crise au niveau du pays. Une question fondamentale, bien sûr, qui demeure actuellement, que d'aucuns se posent, qui gagne, qui perd entre le pouvoir qui souvent a toujours voulu maintenir sa légitimité, de même de l'autre côté l'opposition qui veut aussi en quelque sorte sa part du gâteau, et la population au nom de laquelle ce dialogue, ou tous ces dialogues que nous avons bien cités, ont toujours été évoqués. Alors, le pouvoir qui souvent, dans tous ces dialogues que le pays a connus, qui a toujours été le premier bénéficiaire, dans le sens qu'il utilise souvent le dialogue pour, en quelque sorte, parvenir soit à pouvoir maintenir sa légitimité, comme je l'ai bien dit, au demeurant. À titre illustratif, celui de 2016 avec Edem Kodjo sous le régime de Joseph Kabila a permis justement au pouvoir, au régime du président, de l'ancien président Joseph Kabila, d'aller au-delà, de glisser de 2 ans de glissement, d'aller au-delà du mandat constitutionnel, alors que les élections étaient prévues de pouvoir être organisées en 2016, mais suite justement au consensus qui découlant de ce dialogue, eh bien, on a vu que les élections ont été prolongées vers 2018. Alors, de l'autre côté, il y a l'opposition qui voudrait aussi, en quelque sorte, avoir sa part du gâteau. Dans la mesure où ils se rendent compte qu'ils n'ont pas eu à pouvoir conquérir le pouvoir au travers les urnes, eh bien, le dialogue reste le moyen au travers lequel ils peuvent justement tirer aussi leur part, tirer profit. Parce que de l'autre côté, le pouvoir estime que l'unique moyen pour conquérir le pouvoir, c'est les urnes. Eh bien, l'opposition de l'autre côté
et pense au dialogue, justement, parce que c'est au dialogue, à l'issue des consensus issus de ce dialogue, justement comme nous l'avons aussi vu ici avec le 1+4, où certains membres de l'opposition à l'époque qui s'étaient retrouvés dans le gouvernement de 1+4. Dirigé par le gouvernement des transitions, bien sûr, de Joseph Kabila. Voilà. Mais la population, justement, c'est elle qui demeure la perdante, en fait. Parce que elle attend toujours l'amélioration des conditions de vie, et notamment l'accès aux services de base, qui notamment l'eau, l'électricité, qui demeure à ce jour, voilà, en quelque sorte, qui demeure à ce jour, les paniers de la ménagère, voilà, qui souvent à ce jour ont du mal à être réalisés de manière significative. Et donc, la question justement que l'on devrait se poser n'est seulement pas de savoir qui gagne à l'issue de ce dialogue, mais on devrait aussi se demander pourquoi est-ce que les résolutions issues de ce dialogue, justement, ne parviennent pas à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations de manière significative. Mais Maître Victor, déjà, on doit peut-être comprendre la population qui est d'ailleurs les souverains primaires. Vous la qualifiez d'être perdante. Parce que vous avez retracé en disant que le pouvoir en place déjà gagne du fait qu'elle veut se maintenir au pouvoir. L'opposition à son tour va aussi gagner, le fait qu'ils vont partager les gâteaux. Mais la population qui est les souverains primaires, la population qui donne mandat et au pouvoir et à l'opposition, que devrait normalement faire les pouvoirs en place pour que la population qui est les souverains primaires, qui est les propriétaires du mandat, puisse aussi bénéficier de ce que veut la population? Déjà, vous comprendrez que l'initiative du dialogue actuellement provient de l'opposition. L'opposition et l'Église. Voilà, en quelque sorte. Et que le pouvoir, lui, estime qu'il a pris acte, et puis le président avait pris acte, et puis il a accepté. En quelque sorte. Et le pouvoir, actuellement, pourrait accepter le dialogue, c'est en quelque sorte reconnaître qu'il y a évidemment une crise. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que les institutions issues des élections récemment de 2023 sont contestées et qu'ils sont fragiles. Alors, à l'issue de ces élections, il y a eu justement le mandat que la population a donné à ses représentants, en l'occurrence le président de la République. Qui avait gagné à plus de 70%. Justement, le président de la République et consort, et notamment les députés provinciaux, nationaux, pour la première fois, les élections au niveau justement législatives et municipales ont été organisées peut-être pour la première fois dans notre pays. Alors, le président avait présenté son projet, son programme, au travers lequel il devrait justement répondre aux besoins de la population. Eh bien, c'est à l'issue de ce mandat qui est en cours qui devrait justement être évalué en termes de réalisation. Et que évoquer l'idée du dialogue, en quelque sorte, vous interrompt ce que le président voudrait réaliser en quelque sorte comme réalisation qu'il aurait promis justement à la population lors de la campagne électorale. Oui, alors
c'est dans ce contexte-là que la population, que le pouvoir en place estime que aller au dialogue nous ferait perdre du temps et que l'on ne saura justement pas réaliser le programme que le président de la République a présenté à la population lors de la campagne électorale, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui bloque pour que le président de la République puisse réaliser ce qu'il avait promis lors de la campagne électorale? Parce qu'aujourd'hui là, l'Union sacrée nous parlera peut-être du projet 145 territoires. Ce projet, oui, qui est une réussite à moitié déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a la population d'autres coins et recoins qui n'ont pas bénéficié de ces projets jusque-là. Le chef de l'État, il ne lui reste qu'une année et quelques mois, normalement. Constitutionnellement parlant, il ne lui reste qu'une année et quelques mois pour finir son deuxième quinquennat. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire qu'est-ce qui bloque le président de la République pour réaliser ce qu'il avait promis à la population. Bon, il faut aussi comprendre qu'actuellement on fait face à une guerre d'agression. Voilà, une guerre d'agression de la part du Rwanda au travers ses supplétifs du M23 et AFC qui coûte énormément de millions de millions de dollars à la République. Eh bien, au-delà de ça, on voit quand même la volonté que le président et son gouvernement manifestent en quelque sorte. Mais il faudrait au-delà de tout aller au-delà parce que la population attend au-delà de ce qui a été prévu. Alors il faudrait évidemment avoir, nous avons aussi un problème des hommes et des femmes parfois compétents devant permettre justement à la réalisation des actions du gouvernement en quelque sorte. Alors vous pensez qu'il y a un problème des hommes et des femmes. Donc, vous êtes partant, vous appuyez donc les dialogues. Il faudrait qu'il y ait dialogue pour que l'opposition, tout comme la société civile, puisse aussi se retrouver dans le gouvernement de l'Union nationale, que je peux appeler comme ça. Vous soutenez les dialogues nationaux? On ne peut quand même pas dire au-delà de tout que le dialogue est mauvais en quelque sorte parce que il va aboutir à quoi? Au partage du pouvoir. Parce que depuis, vous avez parlé du dialogue national, vous avez parlé des Saint-Sylvestre, tous ces dialogues ont abouti à quoi? Au maintien du pouvoir, dans des glissements, dans des partages des postes entre l'opposition, majorité, entre société civile. Dans tout ça, la population ne se retrouve toujours pas. Cette fois-ci, vous êtes partant qu'il y ait encore dialogue ou non? Bon, à mon avis, j'estime que le dialogue n'est évidemment surtout pas que aussi... vous avez précisé qu'il y a un problème d'hommes et de femmes compétents. En quelque sorte, oui, justement, je pense qu'il n'y a justement pas... on ne peut pas dire que le dialogue est aussi mauvais, en quelque sorte, parce que dans l'histoire justement de notre pays, vous vous rendrez compte que le dialogue a permis justement à ce que nous ayons en quelque sorte l'unification du pays, tel qu'à Sun City, avant d'aller à Sun City, vous vous rendrez compte que le pays était totalement divisé, était déchiré et qu'il lui fallut justement un dialogue pour permettre à ce que certains qui s'aimaient la terreur et consorts, les guerres qui avaient déchiré le pays puissent cesser. En fait, ce que nous déplorons, c'est que le dialogue devienne un instrument au travers lequel les hommes politiques se retrouvent le plus
que la population au nom de laquelle ces dialogues sont souvent convoqués en quelque sorte. Ils ne se retrouvent toujours pas. Malheureusement, parce que vous allez d'abord vous rendre compte que les résolutions qui évidemment sont qui issues de ce dialogue ont du mal à être appliquées en entièreté, ce qui cause évidemment problème, parce que à l'issue de ce dialogue, vous vous rendrez vous-même compte que il faudrait qu'il y ait de nouveaux entrants, de nouveaux. Parfois, vous trouverez qu'un gouvernement pléthorique qui va découler. Avec plus de 50 voilà, certains qui ont toujours estimé que voilà, c'est le moment pour nous de nous retrouver et parfois ça prend toujours du temps pour que la population se retrouve. Le président de la République accepte le dialogue, mais il donne des conditions. Il dit dialogue oui, mais pas avec ceux-là qui ont le sang des Congolais dans leurs mains. Vous êtes pour ou contre cette déclaration? Parce qu'on a besoin de la paix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là qui sont à l'Est, l'AFC, M23, ceux qui les réclament aujourd'hui. L'AFC, la majorité, ils sont congolais, Corneille Nangaa en tête. Mais quand même, le chef de l'État accepte les dialogues. Mais il pose quand même des conditions. Il dit qu'il y aura dialogue, mais pas avec ceux-là qui ont le sang des Congolais en main. Pas avec ceux-là qui ont touché les armes. Votre lecture par rapport à sa déclaration? Oui, déjà, lorsque vous lisez le préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, vous allez vous rendre compte que l'objet était de mettre un terme à des guerres presque successives. Et que à l'issue de ce dialogue de Sun City, il a été prévu que le seul mode d'accession au pouvoir demeure les élections. Et que tout Congolais a le droit de faire un échec à quiconque qui voudrait prendre le pouvoir par la voie de armes. Voilà, en quelque sorte. Et lorsque vous allez déjà à l'encontre de ce qui a été prévu par la Constitution en tant que telle, eh bien, les Congolais, en quelque sorte, peuvent justement vous considérer comme étant un rebelle. Parce que quand vous tuez la population et après vous demandez le dialogue, ce qui voudrait dire en d'autres termes qu'on va toujours revenir à ce mode. Parce qu'on a vu justement des gens qui étaient des rebelles hier, mais aujourd'hui se retrouvent dans les institutions. Donc c'est devenu comme une accoutumance au travers laquelle tout le monde ou chacun peut se réveiller un matin, il se dit pour accéder au pouvoir, on sait que il faut toujours, comme le moyen le plus facile pour accéder au pouvoir, c'est pas les urnes, c'est les armes. Alors, les gens qui meurent, vous voulez devenir en quelque sorte dirigeant, vous voulez accéder au pouvoir par les armes. Entre-temps, vous tuez, vous massacrez des gens. À mon avis, la justice devrait s'en charger. Évidemment, c'est là où la justice devrait intervenir. Il y a eu le rapport Mapping qui a été publié ici par les organisations des Nations Unies, ou de gens qui ont commis des crimes. Mais aujourd'hui, certains se retrouvent dans les institutions et certains sont libres. Et jusqu'à quand ça va toujours continuer? Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que eux qui pensent que le seul moyen pour pouvoir accéder au pouvoir, qu'il ne faut que prendre les armes, un Congolais conscient ne peut justement accepter de pouvoir dialoguer avec ceux
tue et puis la population. Donc, dans les contextes actuels, déjà, il y a guerre à l'Est, oui. Les chefs de l'État acceptent qu'il y aura dialogue, mais pas avec cela, la FC M23. Alors, ça pourrait être quoi la piste des solutions pour faire sortir le pays dans cette guerre qui dure plus de 3 décennies? Ça peut être quoi la piste des solutions? Les faits, déjà, vous avez dit qu'on ne peut pas encourager toujours qu'il y ait dialogue avec ceux-là qui ont touché les armes et puis ils vont se retrouver dans les institutions du pays. Mais ça peut être quoi la piste des solutions? Qu'il y ait dialogue, oui, pas avec eux, mais qu'on puisse aussi mettre fin à la guerre. Déjà qu'il y a... Parce qu'elle continue à réclamer. Justement, déjà qu'il y a des engagements au travers lesquels le gouvernement s'est engagé, notamment en signant des accords avec le M23 et au travers la médiation des Doha, des États-Unis et consorts. Eh bien que ce sont de bonnes initiatives, mais qui devraient justement être renforcées au niveau local. Oui, bien sûr, la diplomatie s'avère nécessaire, mais vous comprendrez vous-même que... En parlant qu'il doit y avoir quand même des initiatives au niveau local, c'est pour cela même. Les Congolais qui se sont révoltés contre leur propre pays veulent aussi participer à ces dialogues. Mais vous rejetez cette option. Mais entre-temps, vous proposez qu'il y ait aussi les dialogues, ou soit qu'on trouve des solutions localement. Parce que l'autre fois, le président rwandais, Paul Kagame, avait dit que c'était un problème congolo-congolais. Les problèmes, la guerre en l'Est, et quoi, dans l'Est, c'est un problème entre Congolais et Congolais. Vous venez là de soulever un point très important. Celui qui tire évidemment le ficelle, c'est le Rwanda. Le président Paul Kagame, bien sûr, lorsque vous l'écoutez actuellement, il dit que voilà, lui participe justement au Congo parce qu'il y a cette situation des FDLR et consorts, en quelque sorte via le M23. Mais la question justement que l'on se pose ici est que pourquoi dans les médias internationaux actuellement il soutient que voilà il est justement au Congo, il n'est pas le problème du Congo actuellement et que le problème du Congo date de longtemps. Vous-même vous vous rendrez compte que le problème est ailleurs. Le problème n'est seulement pas du M23 seul, du M23 en tant que tel, mais lui cherche à ce qu'il y ait la balkanisation du Congo parce qu'il estime que la partie orientale, c'est une partie qui a été attribuée justement à la RDC indûment. Oui, c'est pourquoi nous encourageons au-delà de tout les sanctions que le gouvernement américain a eu à pouvoir infliger contre certains généraux rwandais qui auraient participé justement à la coordination, parce qu'il y a des rapports qui attestent, même le Conseil national des Nations Unies aurait attesté justement que le Rwanda a eu à coordonner la guerre du M23 en quelque sorte. Et nous encourageons ces sanctions. Je pense que même si ce n'est pas suffisant, mais il faudrait maintenant que nous, en tant que tels, nous puissions nous organiser en tant qu'un État souverain. Eh bien, disons, la souveraineté d'un État ne peut que provenir de notre armée nationale. Et il faudrait évidemment équiper notre armée, former des cadres compétents, réformer justement l'armée, recruter de jeunes gens capables, des patriotes. C'est un discours qui a toujours été
prononcé par l'Union sacrée, mais jusqu'à quand qu'on va équiper l'armée, jusqu'à quand on va faire des réformes, parce que je l'ai bien précisé qu'il ne reste qu'une année et quelques mois. Non, ce n'est pas du tout, il n'est pas du tout tard, il n'est pas du tout tard de faire grand chose. Entre-temps, il y a la guerre. Oui, bien sûr, la guerre, on connaît quand elle commence, on ne connaît pas quand elle finit. Et vous allez vous-même vous rendre compte qu'actuellement, même au niveau international, il y a la guerre en Ukraine avec contre la Russie qui date de longtemps. Donc, ça prendra fin au moment opportun lorsque nous prendrons nous-mêmes conscience que nous sommes maîtres de notre destin. Alors aujourd'hui, le président de la République, il a toujours qualifié cette constitution d'être une constitution de belligérants. Vous pensez aujourd'hui que les problèmes dans l'Est, c'est aussi la constitution qu'il qualifie de belligérants? Merci Jean Crispin pour la question qui suscite un débat houleux actuellement au niveau de l'opinion. Il faudrait comprendre que la Constitution actuellement, bien sûr, au-delà de tout, là je m'exprime, c'est mon opinion qui m'engage que moi. Depuis 2006, actuellement, elle totalise presque 20 ans. Depuis sa promulgation le 18 février 2006. Ben, je pense à mon avis qu'elle a quelques limites. Elle a quelques limites dans la mesure où il y a justement certains articles qui posent problème, notamment le mode de fonctionnement du pouvoir en République démocratique du Congo. Vous comprendrez vous-même que actuellement, vu les réalités, en fait, vu les réalités actuelles auxquelles les Congolais font face, il faudrait justement peut-être réajuster pour les intérêts de la population. C'est pas une constitution. L'autre fois, tu as eu des mesures pour protéger un groupe d'individus. Alors, cette même constitution, aujourd'hui, l'Union sacrée veut qu'on puisse la retoucher. Si, par exemple, il arrivait qu'on retouche cette constitution, je ne sais pas, 20 ans, vous qualifiez cette constitution d'être vieille, ou soit elle est encore jeune? Dire qu'elle est déjà vieille comme telle, ce sont des mots en quelque sorte trop forts. Mais il faudrait au moins comprendre que actuellement la Constitution présente quelques limites, certaines limites qui devraient être réajustées au vu de la réalité actuellement. Vous voyez, nous avons cette Constitution a été justement élaborée à l'issue de la guerre, des guerres et consorts que nous avons enregistrés au niveau du pays vers les années 96 jusqu'en 2002. Il fallait justement parvenir à mettre un terme à cette guerre. C'est la raison pour laquelle on avait mis en place cette constitution. Actuellement, vous voyez, avec le mode de gestion actuel, il faudrait évidemment l'adapter aux réalités du pays. Avec aussi, justement, on a eu dans cette constitution à instaurer la décentralisation, par exemple. Mais lorsque vous vous rendez compte que bien sûr, il y a actuellement 26 provinces dans notre pays, mais au lieu, plutôt l'objet était justement à ce que certaines provinces se développent au niveau de la base. Mais on se rend compte que certaines provinces n'ont pas de moyens pour
subvenir aux besoins. Au lieu que ces provinces deviennent justement un paramètre devant permettre le pays de se développer, deviennent plutôt des charges pour la République, ce qui impacte négativement le fonctionnement des institutions. On a organisé récemment les élections au niveau municipal, mais jusque-là, vous comprendrez vous-même que les conseillers communaux ils n'ont pas où siéger. Voilà, ils n'ont pas, non seulement où siéger, ils n'ont pas des salaires, et même ils n'ont pas pris en charge. Voilà, le mode de leur rémunération qui pose problème jusque-là. Oui, moi, à mon avis, ce sont des questions qui devraient évidemment être réfléchies en tant que citoyen, mais pas dans l'idée de vouloir s'éterniser au pouvoir en quelque sorte. Vous êtes analyste politique. Vous, personnellement, aujourd'hui, vous êtes un analyste politique indépendant. Qu'est-ce que vous reprochez au professeur Bahati Lukwebo, qui est aujourd'hui une bête noire pour, si je peux dire, l'Union sacrée, ou soit c'est pas moi l'IDPS? Qu'est-ce que vous lui reprochez après sa récente déclaration? Il faudrait d'abord comprendre que c'est demander dans quel contexte. Il faudrait se demander dans quel contexte il a tenu ses propos. Il semblerait que c'était à l'issue d'un point de presse. Un point de presse, oui. Oui, qu'il était en train de répondre en qualité d'un président national de son parti politique, oui. Évidemment. Là, il tenait des propos non pas en tant que vice-président du Sénat, bien sûr, mais en tant que président d'un parti politique. Il a émis son avis en tant que tel. En démocratie, en quelque sorte, ça devrait être salué ou ne pas être salué. Voilà. Les gens pouvaient passer défendre. En quelque sorte, étant donné que cette question de la révision de la Constitution n'est pas encore de l'ère, parce que justement, quand bien même la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision, mais et non du changement. Voilà, en quelque sorte, pour l'instant, je pense que ce n'est pas une urgence aussi d'en vouloir qui que ce soit qui donne son point de vue, parce que pour réviser la Constitution, il faudrait d'abord cesser avec l'état de siège qu'on sort, à mon avis. Donc c'est un point de vue, mais il faudrait évidemment comprendre aussi ce qui lui en veulent, c'est leur point de vue, c'est la démocratie. Ne pas en vouloir quelqu'un pour son point de vue, mais lui déjà, il y a une pétition qui a été initiée contre lui, on a déjà des récoltés de signatures, c'est déjà au-delà de 28 signatures. Oui, étant donné que... Peut-être à la rentrée parlementaire du mois de mars, déjà, voilà, il doit soit démissionner, soit... ce qu'il faudrait aussi comprendre est que... Soit être injecté. Ce qu'il faudrait comprendre aussi est qu'actuellement, il appartient à une famille politique. Et la famille politique, justement, du président, qui, elle, manifeste la famille déjà... politique du président prêche sur la démocratie. Oui, bien sûr, elle prêche sur la démocratie, mais actuellement, elle manifeste néanmoins la volonté de vouloir aller déjà dans ce qu'on entend par la modification de la Constitution. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que ceux qui veulent aller au-delà ou dire le contraire de ce qu'elles pensent sont considérés comme étant ne partageant pas le même avis que Donc, à votre avis, c'est protéger leur pouvoir, ou soit faire taire ceux-là qui veulent, qui ont la vérité. Ça devient une sorte, je peux appeler ça une sorte de dictature ou comment? Non, mais l'objet justement de partis politiques, des acteurs politiques, c'est maintenir au pouvoir. Voilà,
conquérir le pouvoir, l'exercer, le maintenir au plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Tout en respectant le test du pays, la constitution qui est la loi mère. Exactement. Qui donne 5 ans comme mandat. Justement, actuellement, ça sonne un peu parfois mal pour les gens du pouvoir, en quelque sorte, lorsque vous voulez parler de deux mandats. Est-ce que les gens du pouvoir sont-ils plus souverains primaires que la population? Bon, dire qu'ils sont souverains que la population, ce n'est évidemment pas la réalité en tant que telle. Et comment est-ce qu'on doit dépendre d'un groupe de gens? Actuellement, ils peuvent donner leur point de vue par le fait qu'ils ont été élus en tant que tels, ils ont un mandat électif, et c'est dans ces conditions-là qu'ils estiment que ils ont la majorité au pouvoir et qu'ils sont représentants du peuple dans ces conditions. Ils doivent aussi protéger la démocratie de notre pays, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs. La démocratie, c'est aussi parler librement. C'est aussi ça la démocratie. Voilà. Mettre son point de vue sans toutefois être inquiété. Malheureusement, lorsque on est peut-être au pouvoir, en quelque sorte, c'est lui qui pense autrement. Mais le président lui-même, c'est un démocrate. Voilà, lui-même d'ailleurs, je l'ai suivi dans l'une des émissions où il disait, voilà, je suis issu d'une formation politique où le point de vue divergent sont exactement tolérés. C'est un peu étonnant que certains parfois cadres de leur parti s'en prennent à ceux qui mettent des points de vue contraires à leur gestion. Selon vous, quels devraient être les sorts du professeur Mathieu Lukwebo dans les contextes actuels? Il est jusqu'à présent, il est membre de l'Union sacrée. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il reste vice-président du Sénat. Oui, justement, au-delà du fait que certains cadres de sa famille politique ne partagent plus le même point de vue après justement sa sortie médiatique controversée. Il sera lui-même responsable de ces points. Certains même lui taxent d'être rwandais, d'être tutsi. Son sort dans les contextes actuels, vous êtes analyste politique, c'est vrai qu'il est membre de l'Union sacrée, mais quel devrait être son sort? Attribuer quand même la nationalité à quelqu'un à ce stade, c'est un peu fort, étant donné que nous l'avons vu être élu à des postes différents, assumer ses postes en tant que Congolais. À chaque législative. Voilà. Mais aujourd'hui, on lui taxe d'être étranger. C'est quand même longtemps qu'il est dans les affaires. Lui attribuer une nationalité en tant que telle, je ne partage pas le même point de vue. Alors, Maître Victor, déjà, la façon de faire de la classe politique actuelle, est-ce que, selon vous acceptez la façon de faire, surtout du pouvoir en place? Vous êtes pour ou contre leur façon de faire? On comprend mieux les choses lorsque vous êtes dans les affaires, évidemment. Parce que critiquer, c'est facile de pouvoir critiquer. Mais lorsque vous êtes dans les affaires, voilà, peut-être que cela, évidemment, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile de réaliser que de dire. Là, apparemment, vous vous attaquez à l'opposition, comment? Non, je n'attaque pas l'opposition. La démocratie admet qu'il y ait l'opposition, donnant
justement de points de vue contraires à la gestion. Mais aller au-delà, c'est ce que certains ne partageons pas le même point de vue en fait. Alors actuellement, les problèmes en nord du Congo, c'est la guerre dans l'Est. Selon vous, ça peut être quoi la genèse de cette guerre? Aujourd'hui, c'est à plus de 3 décennies. Est-ce que c'est au temps du président Mobutu? C'est au temps du président Laurent Désiré Kabila? C'est pendant le règne de Joseph Kabila? Ou soit c'est pendant le règne de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi? La genèse de la guerre. Qui a fait mieux que l'autre? Eh bien, vous comprendrez. Bon, en fait, la guerre que notre pays subit actuellement ne date quand même pas de longtemps. C'est une guerre qui date de plus de 30 ans. Et l'objet pour lequel cette guerre est évidemment menée, c'est le pillage des ressources naturelles qui sont dans la partie Est, avec justement cette volonté que Kagame voudrait vouloir à ce que cette partie du pays qu'il estime qu'il aurait été attribué injustement à la RDC, que ça appartenait au Rwanda en quelque sorte. Eh bien, vous comprendrez vous-même que il n'est pas le seul. Il y a bien sûr des tireurs de ficelles, notamment des organisations internationales et consorts qui financent cette guerre. Parce que demandez-vous comment est-ce que ces rebelles se procurent des armes et consorts, qui les fournissent des armes et tout ça. Donc c'est une question qui devrait être analysée dans ce contexte-là. Donc voilà. Et malheureusement, il y a eu certains Congolais qui souvent ont été utilisés pour cette cause et qui malheureusement participent à des tueries, des pillages des ressources naturelles avec des pays voisins. Depuis l'époque du président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui a fait mieux que l'autre par rapport à la guerre dans l'Est? Qui a fait mieux que l'autre? Eh bien, vous comprendrez vous-même que cette guerre a fait plus de millions de morts jusqu'à présent et que ça continue encore. Donner des pourcentages à tel ou tel qui aurait mieux fait pendant que la guerre continue encore et que nos territoires continuent encore à être occupés jusqu'à présent, il faudrait évidemment parvenir à pouvoir d'abord conquérir nos territoires et puis on voudra maintenant, après on pourra maintenant parvenir à côté à donner des points de vue par rapport à... Oui, justement, ça peut s'interpréter comme étant une trahison dans le chef de ceux qui pensent comme lui, plus particulièrement ses partisans, par le fait qu'il aurait donné le pouvoir de manière pacifique au chef de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi, et qu'il devrait, en d'autres termes, le protéger. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il ait pactisé avec ceux qui tuent, voilà, ceux qui tuent, ceux qui massacrent, ceux qui pillent nos richesses naturelles, en quelque sorte, en connivence avec Paul Kagame et consorts. C'est ce qui inquiète d'une manière ou d'une autre. Mais si justement la justice
l'a poursuivi et condamné conformément aux faits et aux enquêtes qui ont été diligentées à son égard, eh bien, on ne peut que saluer cela. Mais ça peut toujours s'interpréter dans leur manière que voilà, c'est une pression politique exercée contre Joseph Kabila, contre lui et tout ça. Au nom de la paix, Joseph Kabila ne peut pas être pardonné et puis passer à autre chose. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que les chefs de l'État aient accepté le dialogue, mais entre-temps, il veut exclure un groupe de gens. Ça ne peut pas encore créer davantage des révoltes ou soit des réclamations. Parce ils restent congolais, ils sont congolais, ils ont été condamnés, oui. Kabila, le fait pour lui déjà d'être condamné sans toutefois se présenter lui-même physiquement ou soit présenter ses moyens de défense, est-ce qu'on ne peut pas lui pardonner et puis passer à autre chose? Peut-être si c'est peut-être ça la solution. Non, mais déjà le pardon peut-être à l'Église, que ça peut d'une certaine manière s'interpréter de cette façon. Mais il y a déjà une condamnation en quelque sorte. Le pardon peut bien sûr venir peut-être de la grâce présidentielle et voilà, oui. d'une certaine manière. Et à ce stade, on ne parle pas de cela. Il y a eu condamnation et que peut-être dans le cadre de leur accord, voilà, en quelque sorte. L'accord, l'ancien accord qui FCC cache peut-être, mais on peut peut-être, dans le cadre de leur accord, peut-être le président peut lui accorder une grâce présidentielle. Bon, vous comprendrez aussi que actuellement ce qui tue plus notre pays, c'est ce genre de pardon. On se rend compte qu'on peut toutefois tuer, on peut toutefois prendre les armes. Être rebelle et après. Voilà, après, on se dit, bon, on se pardonne, on revenons sur la table, on dialogue, on revient toujours aux affaires. Et ça encourage d'autres personnes qui, d'une certaine manière, à un certain moment, lorsqu'ils ne se retrouvent pas, ils vont aller aussi prendre les armes. Ils vont aussi aller prendre les armes. Il faudrait qu'il y ait justement des sanctions exemplaires pour que ceux qui, d'une certaine manière, vont à l'encontre de ces lois, qu'ils soient sanctionnés en tant que tels. Et la condamnation des Minak, ou plutôt l'interpellation des caciques du PPRD, là je parle des Obé Minakou, aussi d'Emmanuel Chadari, vous condamnez ou soit ils méritent ce qu'ils ont, ils méritent peut-être cette interpellation. Bon, c'est un travail de la justice qui a mené des enquêtes, la justice, je crois la procédure est en cours. Au moment opportun, on va se prononcer quant à ça. Après plusieurs mois, après qu'ils soient tous interpellés, plusieurs mois après, ils n'ont jamais été devant leur juge naturel. Effectivement, c'est au-delà du délai légal, leur détention justement. Que d'aucuns qualifieraient même d'être une détention arbitraire. Ils devraient déjà être déférés devant leur juge naturel pour que leur sort soit connu en fait, s'ils sont coupables ou ils sont innocents. Voilà, messieurs et dames, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations contre les mésinformations JC4 Télévision. Ainsi prend fin notre émission du jour, mais nous avions réussi pour vous, un juriste d'information à la personne de Maître Victor Mbouy, il est juriste. Maître Victor, déjà, l'émission a pris fin, nous sommes arrivés à la fin. Ça pourrait être quoi par rapport à la situation de l'heure, la situation politique de l'heure de notre cher et beau pays? Ça pourrait être quoi votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, merci, monsieur Jean Crispin. Il sied de souligner que la RDC, notre pays, se trouve aujourd'hui sur la croisée de chemin. Son avenir ne dépend pas seulement de dirigeants ni des acteurs politiques seuls, mais plutôt de la prise de conscience de tout un chacun. C'est évidemment nous, Congolais,
qui allons bâtir ce pays. Bien sûr, les étrangers et consorts peuvent venir avec des aides et tout ça, mais c'est d'abord nous-mêmes qui devrions prendre conscience que personne ne viendra nous sauver si nous-mêmes nous ne prenons pas en charge. Voilà, quelques salutations, 3, 4, 5 salutations. Oui, je salue d'abord mon père, mon géniteur, justement. Je salue aussi Gabriel Didier Mouzalcote. Lui qui a perdu son épouse. Bon, ils comprennent que la vie bon est faite courage à lui. de hauts et de bas. Je salue aussi Ghislaine Tchassouma et l'abbé de Yombi. Merci. Voilà, un grand merci à la famille Iwawa, à la famille Mapoir, à la famille Lupacha, un grand merci à mon oncle Martin Makinda, aussi mon oncle Emma Mouchongo. Je dis un grand merci à Michael Kawende depuis Canada, Ivano Mbenza depuis Paris, Mina Bondo depuis Dallas, un grand merci à Alino Kizaza depuis Luanda, un grand merci à tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus de près ou de loin. Là je vois mon aîné Martin Jondo, M. Lipro, je vois Sébastien Mapoir, Maître Albert Makambo, Georges Mapoko, Barakinda, je vois Jean-Paul Kanyate, vous êtes tellement nombreux. Keke Fashion, mon ici, hein? Un grand merci à elle. Je dis un grand merci à madame, mon épouse, hein? Madame Inganga, un grand merci à la famille Mampouya, je vois la Briguel Mampouya depuis Brazzaville, je vois aussi les sergents Baz Mampouya, Christopher Mampouya, Priscilla Mampouya, un grand merci à vous tous, un grand merci surtout à la grande équipe de JC4 Télévision, aujourd'hui chapeautée entre les mains de maître Dongata, aussi Gédéon, ils étaient là, ils ont chapeauté l'émission du jour. Un grand merci à vous tous. Continuez de nous soutenir, continuez de vous abonner sur notre chaîne JC4 Télévision pour nous apporter de la force. Commentez, likez, partagez nos différentes émissions. Nous allons nous retrouver dans nos prochains numéros avec cette même ambiance. Merci, à très bientôt. Merci. Merci, monsieur.